Bienvenue sur Work in Progress. Moi, c'est Mathieu et chaque semaine, j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun de nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode, vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Clotilde Dussoulier, c'est la créatrice et la voix du podcast aux 25 millions d'écoutes Change ma vie, outil pour l'esprit que j'écoute depuis des années comme simple auditeur. Alors quand j'ai vu qu'elle avait fait évoluer son entreprise du même nom avec une équipe de 12 personnes en 100% télétravail, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai contactée. Si on est là, c'est qu'elle a gentiment accepté de répondre à mes questions. Dans ce retour d'expérience, elle met sa casquette de dirigeante pour nous expliquer ce qu'il faut savoir concrètement pour réussir à mettre en place un fonctionnement à 100% télétravail dans sa boîte. Rituels, avantages, effets de bord, points d'attention pour le mettre en place. Cet épisode est un concentré de valeurs et de bon sens qui dépasse même le sujet du télétravail. Je vous laisse avec notre conversation. Bonjour Clotilde. Bonjour Mathieu. Je suis ravi de te recevoir sur Work in Progress. D'abord parce que ça fait longtemps que je t'écoute à travers ton podcast Change ma vie. Donc voilà, je me sens un peu intimidé de pouvoir échanger directement avec toi, mais je vais faire le maximum. Et puis, je suis ravi aussi parce que ça fait un moment que je voulais traiter le sujet du télétravail, parce que c'est une question qui concerne 31% des salariés en France, j'ai vu sur une étude de Malakoff Humanis. Donc, c'est-à-dire beaucoup. Et pourtant, elle semble loin d'être tranchée. Il y a toujours ce débat télétravail versus bureau qui prend beaucoup de place. On en oublie souvent les vraies questions à se poser. Est-ce que j'ai confiance en mon équipe? Est-ce qu'elle est soudée? Est-ce que chacun a sa place et s'y sent bien? Est-ce que la vision à laquelle cette équipe contribue est-elle claire pour chacun? Bref, plein de questions importantes qui sont souvent sous-jacentes et oubliées. Et donc voilà, je voulais vraiment trouver quelqu'un qui l'avait mis en place à 100% dans sa boîte avec une équipe significative. Et toi, c'est ce que tu as fait chez Change ma vie, où la question est tranchée, puisque c'est 100% de télétravail pour une équipe de 11 personnes, je crois. Il me semble que ça évolue. On est 12 maintenant, mais oui. Vous êtes 12. Et voilà, pour une équipe de 12 personnes. Et du coup, d'ailleurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais bien sûr te laisser te présenter. Oui, alors déjà, merci de me recevoir. Un podcast sur le futur du travail, ça m'intéresse énormément parce que en plus d'être coach, je suis aussi chef d'entreprise et que ces questionnements-là sont vraiment centraux dans ma façon de travailler tous les jours. Donc, je suis coach et je suis chef d'une entreprise de coaching. Ce n'est pas ma première carrière parce que je suis de formation ingénieur et ensuite j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en tant qu'auteur culinaire et donc là c'est ma troisième carrière en tant que coach et je pense que alors pas tant le côté culinaire mais le côté ingénieur, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est un état d'esprit particulier et ça m'aide beaucoup dans la conduite de mon entreprise et la mise en place du télétravail notamment. Merci beaucoup Clotilde. Justement, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais une petite question sur ton parcours. Tu viens de le partager et tu partageais récemment sur LinkedIn qu'avant de devenir chef d'entreprise, tu as été solopreneuse pendant plus de 10 ans. Et donc, tu as construit ton succès sur ta capacité à tout faire toute seule. Aujourd'hui, tu es entourée d'une équipe de 12 personnes, de 12 femmes brillantes, je crois. Pourquoi avoir fait ce choix, ce pivot de s'entourer ? Alors, je pense que dans un premier temps, mon choix de m'entourer était vraiment parce que, au fur et à mesure que mon activité se développait, il n'était plus matériellement possible de tout faire toute seule. Donc, il y a d'abord eu une question d'aide, de besoin d'aide pour faire face au volume d'activité que je voulais avoir. Et progressivement, ce qui s'est dessiné, c'est au-delà du fait de me démultiplier, c'est vraiment le fait de pouvoir m'appuyer sur des talents que je n'ai pas, sur des compétences que je n'ai pas, et donc pouvoir faire plus et mieux. Donc avoir plus d'impact, pouvoir faire avancer plus de projets en même temps. Mais il y avait vraiment cette idée de pouvoir m'appuyer sur des compétences et des talents que je n'ai pas moi-même. Très bien. Je voulais entrons dans le vif du sujet. Du coup, aujourd'hui, Change ma vie, c'est une entreprise qui emploie pas mal de monde. Vous êtes 12 et le 100% de télétravail, puisque c'est comme ça que vous vous organisez, ça fonctionne comment chez vous ?
Alors, la première chose déjà que je voudrais dire, c'est que ce n'était pas nécessairement une volonté initiale, c'est-à-dire que je me suis pas dit, je vais créer une entreprise et je vais la créer en 100% télétravail. C'est en fait ce qui s'est passé, c'est que mon équipe telle qu'elle existe aujourd'hui, j'ai commencé à la recruter début 2020 et que au moment où j'ai recruté la première de ces collaboratrices, c'était le tout début du Covid, et donc en réalité, la situation géographique de la personne n'avait pas tellement d'importance puisque de toute façon, on n'allait pas pouvoir se voir en présentiel. Et il se trouve que les premières personnes que j'ai embauchées, c'était des coachs. Et que le type de coach et la formation de coaching que moi je recherchais spécifiquement, je voulais pouvoir embaucher les meilleurs coachs que je pouvais sans me limiter sur voilà, les meilleurs coachs en région parisienne. Et il se trouve que les 2 premières que j'ai embauchées, il y en a une qui est toujours en Haute-Savoie et l'autre qui est à Rotterdam. Et donc ce sont ces deux, c'était avant tout trouver les personnes, et il se trouve qu'elles vivaient chacune pas à Paris. Et donc une fois qu'on avait constitué ce cœur d'équipe, toutes les 3, elles sont d'ailleurs toutes les 2, elles font toujours partie de l'équipe aujourd'hui. Finalement, les recrutements qui ont suivi, on est resté sur cette même idée de se dire, si les personnes sont géographiquement proches de moi, c'est bien, mais c'est pas indispensable. Et donc, on a poursuivi la construction de cette façon-là. Et donc, aujourd'hui, on est 12, on est répartis sur toute la France, à l'exception donc de Yael qui vit à Rotterdam, et chacune travaille de chez elle. Et on a en fait notre vie d'équipe s'articule autour de ce qu'on peut appeler des rituels d'équipe, c'est-à-dire des rendez-vous réguliers qui sont à distance, donc en visioconférence, et donc des rituels d'équipe pour favoriser le lien, des rituels d'encadrement, et ça on va y revenir parce que le management d'une équipe à distance n'est pas exactement le même que le management d'une équipe en présentiel. Et ensuite, une fois par trimestre, on a ce qu'on appelle des journées d'équipe où on se retrouve, alors jusqu'ici ça a toujours été à Paris, pendant 3 jours pour justement, sur 3 jours de façon concentrée, créer la cohésion, le lien et la connaissance mutuelle qui se fait le mieux en présentiel. Et donc c'est vraiment autour de ça qu'on construit ce 100% télétravail. Et j'avais une petite question, du coup, au niveau des métiers qu'il y a dans l'équipe actuellement, donc il y a des coachs, c'est ça? Et du coup, il y a d'autres métiers maintenant? Oui, absolument. Donc il y a, on est organisé en 4 pôles. Donc il y a un pôle opération qui est chargé d'organiser. Donc nous, notre activité première, c'est un programme de coaching en ligne. Donc le pôle opération s'assure que le programme est délivré dans les meilleures conditions de qualité, la logistique du programme, etc. Il y a un pôle programme et contenu qui se charge d'améliorer constamment le contenu du programme à proprement parler. Il y a un pôle marketing qui se charge de faire connaître le programme et de s'assurer qu'on en parle de la façon la plus claire et la plus éloquente possible. Et il y a un pôle administratif qui s'assure que voilà, les RH, notre compta, notre administratif, notre fiscal, etc. est bien géré. D'accord, super. Et oui, donc ça fait pas mal de métiers différents finalement, et du coup, pour soutenir le fonctionnement de ce 100% télétravail, tu as parlé de rituels. Peut-être, ouais, j'avais aussi une question sur comment du coup vous gérez les recrutements, mais avant, du coup, comment fonctionnent ces rituels d'équipe et d'encadrement? Alors, on a donc des rituels d'équipe au long de la semaine pour donc on a un premier rituel qui est le lundi matin qu'on appelle le Monday Connection, qui permet de rappeler les priorités de la semaine et qui est animé de façon à tour de rôle par les différentes collaboratrices, voilà, pour que ce soit pas tout le temps de l'information descendante, mais en fait permettre à chaque personne de finalement de prendre la parole et d'animer cette réunion. Donc c'est vraiment un moment pour se retrouver en début de semaine et donner le ton pour la semaine. Le mardi matin, on a un autre rendez-vous d'équipe autour du coaching. Comme le coaching est vraiment notre cœur de métier, on a un coaching d'équipe tous les mardis matins qui prend différentes formes. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment à la fois de porter la croissance des coachs dans leur maîtrise des outils de coaching, mais aussi d'aider les collaboratrices qui ne sont pas coachs à bien connaître les enjeux et les subtilités de ce métier. Et ensuite, le jeudi matin, il y a un rendez-vous qui s'appelle le café matcha, qui est, c'est un peu notre la machine à café du jeudi matin, où là, c'est un rendez-vous très informel, vient qui veut, et ce sont des conversations, voilà, sur tout et rien. Alors de temps en temps sur du travail, mais aussi sur des choses personnelles. Là aussi, c'est pour favoriser finalement la connaissance les unes des autres et le lien informel.
OK, OK, hyper intéressant. Si je puis me permettre, ce café matcha, si tu peux partager, vous faites comment pour gérer de l'informel à distance? C'est une room, concrètement, c'est une room où tout le monde est Oui, ou? concrètement, alors, pour être précise, c'est l'équipe, mais pas moi. C'est-à-dire le café matcha, moi, D'accord. je n'y suis jamais. Je pourrais t'expliquer pourquoi. C'est pas parce que je n'y suis pas conviée, mais c'est parce qu'en fait, moi, et c'est un peu une particularité de ce mode de fonctionnement, c'est que moi, en fait, je travaille très bien toute seule. Je travaille très bien dans ma bulle. J'aime beaucoup les longs moments de concentration. Et donc, en fait, ça fait partie aussi de l'apprentissage qu'il a fallu qu'on fasse en équipe. C'est en fait apprendre de quelle façon est-ce que les différentes personnes vivent différemment ce télétravail. Et en réalité, moi, j'ai besoin de peu de moments d'interaction pour me sentir connectée au reste de l'équipe. Mmh. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que comme c'est moi qui suis le cœur du recrutement et de la construction de l'équipe, en fait, moi, j'avais l'impression de toutes très bien les connaître puisque je les avais recrutées et que je collaborais avec elles au quotidien. Et au fur et à mesure que l'entreprise a grandi, je me suis rendu compte que je pouvais être finalement le hub de toutes les relations, mais que Et entre oui, elles, il faut qu'elles se connaissent et il faut qu'elles développent ces liens, y compris d'une équipe à l'autre. Parce que bien celles sûr. qui collaborent souvent au quotidien, elles se connaissent bien, mais l'idée c'était de favoriser ces liens informels. Et donc, pour répondre à ta question, je ne peux pas répondre à ta question parce que je ne participe pas au café matcha du jeudi OK. matin, mais ce que j'en sais, c'est qu'en fait, c'est un petit peu, voilà, celles qui se connectent, et puis s'il y en a une qui a un sujet où il lui est arrivé un truc, où elle a lu quelque chose qui était intéressant, elle lance le sujet de conversation. Quand ce sont des moments un peu intenses en termes de travail, pendant nos lancements, etc., c'est surtout de ça qu'elle parle parce que c'est ça qui, voilà, c'est ça qui les enthousiasme et qui est le point de focus pour cette semaine-là. Mais voilà, l'idée c'est que ce soit vraiment à bâton rompu. Mais je pense que ça n'est possible que parce que par ailleurs, on a ces moments où on se retrouve en présentiel et où il faut quand même un socle de connaissances mutuelles pour pouvoir Oui, ensuite discuter de façon détendue et spontanée. ouais. Et ça, c'est les fameux rituels trimestriels, c'est ça? C'est ça. Donc, ce sont nos journées d'équipe trimestrielles. Et alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce format-là a évolué aussi dans le temps parce qu'en fait, moi, j'ai un tempérament où en fait, moi, j'adore travailler, j'adore ce que je fais, et donc en fait, je voyais surtout autour de ces journées d'équipe les premières qu'on avait organisées. Moi, dans mon esprit, il fallait qu'on fasse avancer les dossiers, il fallait qu'on réfléchisse, il fallait qu'on planifie, il fallait voilà. En fait, je les voyais comme des journées de travail ensemble. Et en réalité, je me suis aperçue au fil du temps que on travaille déjà très bien ensemble à longueur d'année et que donc ces journées d'équipe, leur fonction, c'est vraiment de passer des bons moments ensemble, d'échanger beaucoup, de travailler plutôt sur comment est-ce qu'on travaille ensemble plutôt que de travailler sur le fond le fond des projets, de se projeter, d'échanger sur les perspectives, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour le trimestre ou le semestre qui vient. Et donc en fait, finalement, le cahier des charges de ces journées d'équipe a évolué dans le temps parce qu'en fait, je me suis rendu compte que leur fonction, c'était vraiment de ressortir de ces journées d'équipe avec une plus grande cohésion, un plus grand attachement de chacune à l'équipe, une meilleure connaissance les unes des autres. Mmh. Ouais, bien sûr. Et et tu as parlé d'un 3e rituel qui était les rituels d'encadrement, qui sont ni des rituels d'équipe, ni des rituels, trimestriels? Oui, c'est ça. Alors, en fait, moi, ce que je constate en télétravail et j'y ai pensé tout particulièrement grâce à la trame de préparation que tu m'avais transmise avant cette conversation, c'est que finalement, ce qui peut manquer dans une équipe en télétravail, c'est la capacité des humains à capter des micro-signaux dans le comportement des gens qui pourraient laisser présager un problème ou une difficulté ou un malentendu ou Mmh. une tension. Et en fait, je pense que quand on est une équipe à longueur de journée ou à longueur de semaine ensemble, c'est difficile de passer à côté. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a une petite baisse d'énergie, une baisse de motivation, une baisse d'entrain, je pense que c'est beaucoup plus facile pour une équipe en présentiel de le détecter. Alors que à distance, finalement, c'est plus facile de faire semblant entre guillemets, s'il y a quelques visios par semaine, de faire Bien sûr. semblant que tout va bien.
Et donc en fait, sur nos rituels de management, donc les conversations en individuel que chaque manager a avec les personnes de son équipe et qu'on a au sein de ce qu'on appelle la leadership team, donc les responsables de pôle entre nous, c'est qu'en fait ces points-là, il y a un accent important qui est mis sur créer un espace dans lequel chaque personne va pouvoir va avoir la possibilité de remonter une difficulté, un problème, avant que ça devienne une grosse difficulté ou un gros problème. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel auquel on réfléchit beaucoup pour s'assurer en fait que ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une double une responsabilité partagée. Il faut que chaque personne se dise, si je rencontre une difficulté, en fait, personne va pouvoir lire dans mes pensées ou lire entre les lignes. Et donc, en fait, c'est à moi d'en parler à la bonne personne. Et de l'autre côté, il faut que les personnes qui encadrent, et moi en particulier, qu'on crée un environnement dans lequel chaque personne sait qu'elle peut parler des difficultés qu'elle rencontre ou d'une source de frustration et donc, à mon sens, c'est beaucoup autour de ça que sont construits nos outils de management. C'est pas que de l'encadrement de la performance ou du résultat, c'est aussi de l'encadrement de comment chaque personne se sent dans son poste. D'accord. Et ça, c'est fait au fil de l'eau ou il y a des points de feedback individuels dédiés? Des Alors, points de suivi? c'est au fil de l'eau, c'est-à-dire chaque personne a un point individuel avec la personne qui l'encadre chaque semaine, et on a ensuite ce qu'on appelle des conversations trimestrielles, où en fait c'est pas un entretien trimestriel au sens de faisons le point sur ta performance, tes projets, tes objectifs. C'est vraiment une conversation d'ailleurs c'est dans un livre j'avais trouvé ça dans un livre de Gino Wickman qui s'appelle How to be a Great Boss. Et donc, il introduit cette idée de conversation trimestrielle dans laquelle c'est surtout le membre de l'équipe qui parle le plus de ce qui fonctionne bien, de ce qui fonctionne moins bien, et aussi qui fait un feedback remontant, c'est-à-dire un feedback sur l'environnement, sur l'encadrement dont il bénéficie, pour que finalement, on puisse pas passer à côté d'un problème, soit d'adéquation avec le poste, soit d'épanouissement dans l'environnement, soit d'équilibre de pro, perso, etc. D'accord. Ouais, au moins tu gardes un contact avec le réel en permanence. Et, et pour les intégrations, puisque là, il y a des nouvelles personnes qui ont rejoint ton équipe, ça fonctionne comment? Du coup, ça s'intègre dans des rituels trimestriels? Du coup, il y a des nouvelles cohortes qui arrivent à des moments physiques ou non? Ça peut être n'importe quand? Je me demandais comment c'était Alors, géré. ce qu'on a constaté, c'est effectivement sur les personnes qu'on a recrutées en 2022, il se trouve que ça s'est bien goupillé parce que elles ont rejoint l'équipe soit juste avant, soit juste après des journées d'équipe. Et donc on a pu, pour celles qui étaient juste avant, elles ont pu venir, et celles qui étaient juste après, on a pu les inviter c'était bien sûr, c'était juste une invitation, mais elles avaient la possibilité de venir participer à tout ou partie des journées d'équipe. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, ça, c'est un vrai plus pour l'intégration d'une personne dans l'équipe que de commencer par une expérience en présentiel. Et donc là, pour les prochains recrutements qu'on va faire, en fonction de la date d'arrivée de la personne, si c'est autour d'une date de journée d'équipe, on va veiller à ce qu'elle puisse y participer. Et si ça n'est pas le cas, on pourra peut-être provoquer une sorte de petite journée d'équipe, peut-être en effectif plus restreint, pour que la personne puisse effectivement démarrer avec en plus, nos journées d'équipe, c'est des moments qui sont très joyeux, et donc c'est une chouette, c'est une chouette note sur laquelle rentrer dans une équipe. Ouais, ouais, bien sûr. Et avant ça, du coup, dans le process de recrutement, ça veut dire que c'est tout à distance? C'est-à-dire qu'il y a aucun moment où vous rencontrez la personne avant de prendre la décision des 2 côtés d'ailleurs? Effectivement, on fait les recrutements purement à distance. Et c'est marrant que tu me poses la question parce que en fait pour moi ça fonctionne tellement bien que j'avais même pas envisagé de enfin je m'étais pas posé la question de est-ce que c'est particulier ou est-ce que c'est rare. Disons en fait pour nous, dans la mesure où le quotidien de la collaboration Ouais, va être à distance, si le courant, en fait ce qu'on veut savoir c'est est-ce que le courant passe bien à distance, bien parce qu'en sûr. fait si le courant ne passe pas bien à distance, ça va pas s'améliorer une fois que la personne sera en poste. Donc ça permet d'évaluer en conditions réelles finalement Ouais. comment est-ce qu'on communique. Ouais, bien sûr. Ouais, mais je posais la question parce que parfois on
Bah, les 5 sens sont activés quand on est vraiment dans la même pièce avec la personne et parfois on sent moins, à distance. Mais après tu as raison, si ça marche à distance, il y a toutes les chances que ça continue de bien marcher et pas besoin d'aller chercher la petite bête, en physique, quoi. Hem, mais OK, super intéressant et du coup, je voulais savoir, puisque tout à l'heure tu as dit, que toi, par exemple, tu venais pas, dans les routines du jeudi matin, les cafés matcha, tu n'y venais pas et enfin, quel est ton rôle en tant que dirigeante dans tout ça? Est-ce que tu as un rôle de cadre ou est-ce que c'est un petit peu la responsabilité de chacune aussi puisque je crois que dans les Monday Connection, c'est chacune heu, qui va organiser chaque semaine? Alors, je pense que le rôle que moi je joue, c'est d'abord de donner le ton de la culture d'entreprise qui est nécessaire pour que le full télétravail fonctionne. Et c'est plus particulièrement, en fait, une culture d'entreprise qui est à la fois de confiance dans les deux sens, mais aussi beaucoup d'autonomie et de responsabilisation de chaque personne. Parce qu'en fait, en télétravail, par essence, en fait, bah, on n'est pas physiquement dans la pièce où les personnes travaillent, et donc ça repose nécessairement sur un grand degré d'autonomie, parce que du coup, bah, les personnes Ouais. peuvent pas toutes les 5 minutes poser une question à la personne qui est juste à côté, donc ça demande de l'autonomie, mais ça demande aussi beaucoup de confiance qui se construit sur finalement des un système de validation, c'est-à-dire qu'au début, on fait confiance, on voit que la personne est digne de la confiance parce qu'elle fait effectivement ce qu'elle avait dit qu'elle ferait, et donc en fait, la confiance se construit sur une somme de résultats qui correspondent aux attentes. Et donc, moi, en tant que dirigeante, l'idée, c'est de pouvoir instiller cette culture de confiance et d'autonomie. Et donc, on a cette culture d'entreprise qui est développée autour de ça. Je pense que l'idée, c'est aussi que moi-même, je puisse montrer que je leur fais confiance, mais qu'elles peuvent aussi me faire confiance, et que je leur demande d'être autonome, mais que moi aussi, je suis autonome, et que quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fasse effectivement. Enfin, finalement, c'est une certaine forme d'exemplarité Mmh. que je me propose de jouer. Et plus largement, moi, mon rôle, c'est de m'assurer que la machine qu'on a construite, c'est-à-dire notre mode de fonctionnement, continue à fonctionner, et détecter les moments où, parce que l'équipe grandit, ou parce qu'il y a des nouvelles collaboratrices ou des nouveaux collaborateurs qui arrivent et qui ont des besoins un peu différents, détecter à quel moment est-ce que la machine, en fait, arrive, enfin, à quel moment est-ce qu'on touche une limite, et comment est-ce qu'on va faire pour la dépasser. Et je pense que Ouais. là, notamment, à la taille à laquelle on est, là, on est 12. Si on continue à grandir, ce qui est le but, et ben, il va falloir se poser la question. Certains rituels d'équipe qui sont actuellement en effectif complet, il y a un moment où ça va devenir inefficace ou ennuyeux, ou voilà. Donc il y a Ouais. il y a des réflexions à avoir sur le mode de fonctionnement, et c'est là que la casquette d'ingénieur Ah! m'est assez utile. C'est qu'en fait, moi, je vois tout ça comme étant, enfin, c'est vraiment une machine qu'on co-construit. Et donc, c'est à moi, en tant qu'ingénieur, ingénieur de cette machine, de voir à quel moment est-ce qu'il y a des points d'inefficacité, ou des endroits où ça crée une forme de frustration, ou de perte d'information, ou de perte de connexion, et me dire, qu'est-ce qu'on trouve comme solution pour pallier ces difficultés. Mmh. Mmh. Et beh, justement, alors cette machine, bien huilée, mais qui nécessite, d'évoluer à mesure que l'équipe va grandir. Je voulais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que l'entreprise Change ma vie en tire comme bénéfice, tangible et intangible? Et bien sûr ensuite, je voulais aussi savoir s'il y avait déjà des effets de bord, qui avaient été notés. Alors, comme bénéfice, moi, le premier bénéfice que je vois, c'est que en en 100 télétravail, il y a pas de cache-misère. C'est-à-dire que tout ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire cette culture de la confiance, cette culture de l'autonomie, cette transparence dans la communication, cette vulnérabilité qu'on rend possible, en fait, c'est en télétravail, c'est indispensable. Et donc, ça veut dire que ces choses-là, il faut les créer de façon intentionnelle. Là où finalement, à mon sens, dans une équipe qui est en présentiel,
on peut finalement ne pas se poser ces questions-là et que ça fonctionne, que ça ait l'air de fonctionner en apparence pendant un temps, mais où en réalité on s'aperçoit que les fondamentaux de communication, d'encadrement et de connexion au sein de l'équipe ne sont pas forcément là, mais en fait ça s'est pas vu parce que dans le lien qui est créé par la présence, on ne s'aperçoit pas qu'il y a des fondamentaux qui manquent. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaye d'expliquer, mais en fait le 100% télétravail oblige à la création de façon très intentionnelle des éléments indispensables pour qu'une équipe fonctionne et fonctionne bien. Et donc à mon sens ça c'est un bénéfice intangible, c'est qu'on a été obligé de se poser ces bonnes questions. Ouais. Un autre élément que moi je valorise énormément et de ce que je sais, mon équipe aussi, c'est à quel point le télétravail favorise la concentration et ce qu'on peut appeler le focus work, c'est-à-dire le travail dans lequel on peut être vraiment plongé dans ce qu'on fait. Ouais. Et à mon sens, une des grandes difficultés du travail en présentiel, c'est la difficulté à pouvoir arrêter ou ouvrir ou fermer les vannes des interruptions extérieures, des distractions, des demandes. Et en fait, l'avantage à mon sens en télétravail, c'est que ça permet à chaque personne de décider qu'est-ce qui va être synchrone et qu'est-ce qui va être asynchrone comme communication, pour que chaque personne puisse se dire moi en fait c'est le matin que je travaille le mieux en concentration, et donc très bien, travaille en concentration le matin et on te dérangera pas, ou alors d'autres qui travaillent mieux en concentration l'après-midi ou sur l'heure du déjeuner ou que sais-je. Et donc, à mon sens, ça, c'est vraiment, ça permet de s'adapter au rythme de chaque personne d'une façon très fine. Oui, mais oui, chacun a son rythme biologique différent aussi. Hein. Il y a les gens efficaces le matin, les gens efficaces l'après-midi. Et ça me touche ce que tu me dis sur la partie deep work, focus. Moi qui ai besoin de grandes plages aussi, de 1h30 voire de 3 heures pour faire du focus, j'ai vécu l'enfer en open space, parce qu'en fait quand tu es coupé toutes les 10-15 minutes, et l'énergie qu'il faut pour sortir et rentrer à nouveau dans la tâche, elle est monstrueuse. J'ai calculé à un moment, quand j'étais en open space versus quand j'étais en télétravail, je perdais presque 2 à 3 heures dans la journée, quoi. Exactement. Et en fait, je pense que en présentiel, il y a cette difficulté finalement de réciprocité ou de lien social qui fait que, en fait, c'est difficile quand on a besoin de plages de concentration. C'est difficile de dire aux gens, non, en fait, je suis pas disponible, me parlez pas, me dérangez pas. On peut avoir peur de paraître, hautain ou désagréable ou antisocial. Et l'avantage en télétravail, c'est que finalement c'est le mode de fonctionnement normal, et de temps en temps on a des moments d'échange, et à mon sens c'est finalement le fait de renverser cette proportion qui, pour les métiers qu'on fait, parce que après si on est commercial par exemple, en fait on est toute la journée au téléphone, donc c'est peut-être une caricature d'ailleurs du métier de commercial, mais voilà, pour les métiers qu'on fait, en tout cas chez Change ma vie, effectivement ce temps en concentration, on en a vraiment besoin. Et un autre bénéfice très tangible que je vois aussi de ce mode de fonctionnement, c'est le gain de temps et d'énergie pour chacune. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit présentiel, c'est sûr que si on travaille à 5 minutes à pied de son bureau, il n'y a pas de problématique de temps de trajet, etc. Mais la plupart des gens ont quand même un trajet à faire, un trajet en transport en commun ou en voiture ou en fonction des intempéries, etc. Et donc, ce temps-là, il est complètement regagné quand les personnes travaillent de chez elles. Et ça crée aussi une grande flexibilité pour pouvoir caler un cours de sport en milieu de journée, caler un rendez-vous médical sans avoir besoin de s'en justifier ou de demander l'autorisation, etc. Bien sûr, si tu vas chez le dentiste l'après-midi, il n'y a pas de problème. Voilà. Et moi, je me souviens que quand j'ai quitté mon emploi salarié pour être indépendante, c'était quelque chose que j'appréciais énormément. C'était le fait de pouvoir être à contre-courant des horaires de bureau de la plupart des gens, et donc de pouvoir faire à des moments qui permettent de gagner du temps, des démarches ou des rendez-vous qui, quand on a des horaires de bureau, même s'il y a une culture mais bien sûr, tu vas, tu viens, etc., néanmoins, la plupart d'entre nous, on se dit, si je pars à 15h, les gens vont quand même se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait à partir à 15h, quoi. Et même si je reviens à 18h, même si je rattrape après, il y a cette idée qu'on est quand même un petit peu surveillé, qu'il n'y a du coup pas du tout en télétravail. Et donc ça, bien sûr, ça fonctionne s'il y a par ailleurs cette culture de confiance et de responsabilité que j'évoquais tout à l'heure.
Mais justement, tu touches quand même à quelque chose qui est super important. On parle de contrôle, de surveillance. Il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place le télétravail, mais qui en fait, le mettent en place et en même temps, demandent, que le petit point vert soit allumé, dès 9 heures du matin, de faire enfin, il y a des formes de surveillance aussi. Heu, Toi, il y a aucune, à partir du moment où le socle, les fondamentaux sont posés, il y a aucune forme de surveillance ou de contrôle? Alors, il y a pas de, il y a pas de surveillance et en fait, en fait, c'est juste quelque chose auquel je ne pense pas. C'est-à-dire, Mmh. je n'y pense même pas. Et en fait, je pense que c'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que, euh, la surveillance, on en a besoin quand les fondamentaux ne sont pas en place. Mmh. Et ce que j'entends par là, c'est que, si chaque personne a un rôle qui est clairement défini, qu'on sait quels sont les résultats qui sont attendus pour ce rôle et à quoi est-ce qu'on va pouvoir évaluer que la personne remplit son rôle et crée les résultats qui correspondent à ce rôle, et bien finalement, que la personne soit partie chez le dentiste de 15 heures à 17 heures un jeudi après-midi ou pas, en fait, si le rôle est bien dimensionné et que les marqueurs du succès correspondent bien, en fait, on n'a pas à se préoccuper de la présence pour la présence. Et donc, en fait, Ouais. finalement, quand on cherche à surveiller les gens et à s'assurer qu'ils sont à leur ordinateur, à mon sens, c'est qu'il y a en dessous quelque chose qui manque autour de quelle est ta responsabilité et à quoi est-ce que je vais évaluer que tu remplis effectivement le rôle pour lequel on t'a recruté. Ouais, c'est qu'il y a anguille sous roche non, mais très bien, c'est effectivement, enfin, c'est souvent un biais, en tout cas, moi que j'ai pu observer, hein. C'est pour ça que je posais la question et mais quand même, au niveau des juste pour terminer sur ce point, au niveau des voyages et cetera, est-ce que vous avez pas une règle de fuseau horaire quand même? Parce que quand quelqu'un, enfin, je m'explique, quand quelqu'un se dit: «Bon, bah, moi, c'est les matins que j'ai besoin de bosser, je suis plutôt joignable l'après-midi», ça, c'est prévenu quand même. Enfin, chacun le prévient un petit peu, quel est son rythme, parce que ça peut créer aussi des Alors, frustrations pour rien, ou alors quelqu'un est en décalage horaire et en fait va travailler mais pas sur le même créneau horaire. Est-ce que vous avez des petites alors, règles de prévention on est, là-dessus? on est en télétravail, on n'est pas en digital nomade. Et OK, donc, en fait, c'est télétravail, mais chaque personne est réputée travailler de chez elle et est réputée travailler de chez elle à des horaires normaux de ouais, travail. C'est-à-dire qu'en fait, OK. si quelqu'un me disait, bah, moi, je voudrais travailler de 16 heures à 4 heures du matin, il faudrait qu'on regarde. C'est d'ailleurs une amplitude horaire trop importante, je pense. Ouais. J'ai pas fait le calcul. Mais en fait, l'idée, ce serait de se dire, c'est pas là-dessus qu'on s'est mis d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais, ce sur quoi on se met d'accord, c'est on fonctionne ensemble comme une entreprise classique qui serait en présentiel, c'est juste qu'au lieu d'avoir des bureaux dans lesquels on se retrouve, chacune est chez elle en train de travailler. Donc, ouais, donc l'amplitude horaire, elle est une amplitude horaire. Je ne sais pas à vrai dire à quelle heure commencent à travailler mes différentes collaboratrices. Pour certaines, c'est indiqué dans leur contrat de travail, mais je ne l'ai pas en tête. En fait, l'idée, c'est que le cœur de la journée où on a l'opportunité d'avoir des réunions, des rituels d'équipe, etc., chacune est présente. Euh, et en fait, on le voit aussi à la réactivité dans les échanges. ouais, bien C'est-à-dire sûr. que c'est à ça que ça se voit. Mais encore une fois, on est à un stade auquel la confiance est suffisamment forte entre nous pour que si quelqu'un n'a pas répondu à un message sur Slack entre 15 heures un jour et 10 heures du matin le lendemain, je ne me pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'elle a fait entre Ouais, 15 heures un jour et 10 heures du matin le lendemain. Je suppose soit qu'elle travaillait en concentration, soit qu'elle a eu quelque chose à faire mais qu'elle rattrapera. Enfin, voilà, c'est finalement ce... Et encore une fois, ça fonctionne parce que en bout de course, on a un cadre qui permet de savoir si la personne effectivement remplit, enfin, c'est-à-dire remplit ses responsabilités. ouais, 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 bien sûr. OK, mais hyper important et intéressant de bien distinguer, 100 de télétravail de digital nomade, c'est pas la même chose et du coup, est-ce que tu as noté quand même des effets de bord, principaux jusque-là? Ce que j'ai identifié, c'est pas exactement des effets de bord, c'est plutôt des points d'attention qu'il faut avoir en tête. En fait, en 100% télétravail, il faut être vigilant sur finalement tout ce qui touche aux liens qui normalement se créent ou se passent naturellement quand des êtres humains sont physiquement dans le même espace et qu'il faut pouvoir recréer de façon intentionnelle quand on est à distance.
Et donc, j'ai identifié quelques éléments. Il y a une partie, c'est une forme de sérendipité des échanges. C'est-à-dire, c'est typiquement, voilà, il se trouve que je suis à la machine à café en même temps que quelqu'un qui fait partie d'une autre équipe. J'entends une conversation, j'ai quelque chose à dire, il se passe on en vient à parler de quelque chose et il y a une idée qui émerge ou une information qui est transmise et où ça, en fait, c'est quelque chose qu'on a du mal à recréer en 100% télétravail parce que justement, à part ce moment du jeudi matin d'échange informel, le reste du temps, les moments d'échange sont cadrés, c'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'on se retrouve à tel moment pour échanger sur tel sujet. Et donc, il y a moins finalement ces échanges un petit peu au petit bonheur la chance au quotidien, dont il peut parfois ressortir beaucoup de la valeur. Mon expérience à moi, c'est que c'est aussi, à l'inverse, parfois une perte de temps, voire une source de tension, parce qu'on peut avoir dit le mauvais truc à la mauvaise personne au mauvais moment. Mais donc voilà, il y a cette sérendipité des échanges dont on se prive dans une certaine mesure en télétravail. Il y a également une partie qui est finalement le fait de se connaître bien, qui quand on a mon expérience, c'est que quand on a vu d'une certaine personne des aspects qui ne sont pas que cette personne-là dans son rôle professionnel, c'est-à-dire finalement l'identité professionnelle d'une personne, mais que on a interagi avec elle, qu'on a partagé un repas, qu'on a discuté d'autres choses, qu'on a fait des blagues, qu'on connaît mieux son humour, que peut-être on a vu une photo de ses enfants ou de son chien ou de sa maison préférée en vacances, etc. En fait, cette connaissance à 360 degrés des personnes, elle permet ensuite s'il y a une source de tension ou une difficulté ou un malentendu, en fait, on arrive beaucoup mieux à le dépasser parce qu'on a en tête que c'est une vraie personne et que c'est pas juste une image sur Zoom. Et donc ça, ce lien et cette connaissance mutuelle, en télétravail, il faut du coup trouver des moments pour le recréer. Alors, soit le recréer à distance et donc avoir des moments d'échange informel, de jeu, d'amusement, de partage à distance, ça peut. Et c'est ce qu'on a fait pendant le Covid notamment. Mais aussi, c'est à ça que servent nos journées d'équipe, c'est en fait s'assurer que on va créer beaucoup donc on a fait des chasses au trésor, des ateliers, des karaokés, des moments comme ça qui font que les personnes se montrent sous un jour qui est pas que avec leur casquette professionnelle pour montrer qui elles sont au-delà de leur rôle professionnel. Et donc ça, c'est finalement un point de vigilance, c'est que ça, c'est quelque chose qu'il faut recréer de façon intentionnelle en full télétravail. Et le troisième élément, c'est effectivement de pouvoir détecter s'il y a quelque chose qui ne va pas, de s'assurer qu'on va pouvoir le détecter suffisamment tôt pour qu'on puisse en parler et trouver des solutions, si solution il y a, avant que ça devienne un problème vraiment, vraiment avéré. Parce que, encore une fois, c'est plus facile de faire semblant ou de prendre sur soi en télétravail. Et en fait, moi, je dirige une entreprise dans laquelle je veux pas nécessairement, s'il y a une source de difficulté, je veux pas que les gens prennent sur eux au point que, du coup, on sache pas qu'il y a un problème et qu'on puisse pas le résoudre. Et donc ça aussi, c'est quelque chose où il faut, comme je l'évoquais tout à l'heure, créer un climat de confiance et d'authenticité dans lequel chaque personne peut se sentir vraiment à l'aise de parler des choses. Et je pense que là où nous, on a une force de ce point de vue-là, c'est que comme on est une entreprise, notre métier, c'est le coaching, on a quand même une grande culture de qu'est-ce que c'est qu'être un être humain faillible. Et du coup, les problématiques les émotions, les peurs qu'on a, les freins, les croyances limitantes, les problèmes de confiance en soi, etc., c'est notre métier. Et donc, je pense que ça crée, même pour les personnes qui ne sont pas coachs dans l'équipe, finalement, elles voient que ce sont des choses dont on parle très librement, sans jugement, mais sans non plus... on reste une équipe professionnelle, donc on ne s'épanche pas sur toutes nos difficultés de nos vies personnelles, mais finalement, on a un langage commun des difficultés qu'on peut rencontrer ou des émotions qu'on peut ressentir qui permettent d'en parler d'une façon qui nous fait aller très vite à la solution. Je voulais te poser la question pour si toi tu l'as fait assez naturellement, mais si parmi nos auditeurs il y a quelqu'un qui a une entreprise et qui voudrait se mettre en 100% télétravail, est-ce que c'est un petit peu une sorte de récap, hein, et est-ce qu'il y aurait des étapes et des pièges dans lesquels ne pas tomber? Qu'est-ce que tu recommanderais de faire en premier? Alors, je pense que la première question à se poser, c'est pourquoi ?
C'est-à-dire quel est le but recherché, ou quel est le bénéfice recherché, ou quel est le problème qu'on cherche à résoudre en passant en full télétravail, si c'est une transition. Mais pareil, si c'est une création d'équipe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit comme bénéfice, et qu'est-ce qu'on voit comme problème du présentiel qu'on cherche à éviter. La raison pour laquelle, à mon sens, c'est important de le clarifier, c'est que, en fait, moi, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas un modèle qui est mieux que les autres. C'est-à-dire que chaque modèle, que ce soit le full présentiel, le full télétravail ou l'hybride, chacun de ces modèles vient avec des bénéfices et des bénéfices et des risques, ou des bénéfices et des points de vigilance, ou des bénéfices et des inconvénients. Et à mon sens, l'idée, c'est d'être assez clair sur pourquoi est-ce qu'on cherche à créer ça, pour que quand on rencontre inévitablement des difficultés ou des freins ou des points de friction, qu'on ne remette pas systématiquement en cause le modèle qu'on a choisi, en se disant ah non, mais ça c'est parce qu'on est en télétravail, et si on était en full présentiel ce serait beaucoup mieux, ou vice versa. Donc à mon sens, il faut vraiment clarifier ça. Et ensuite, si c'est une transition pour une équipe en place qui pourrait se mettre en full télétravail, à mon sens, il faut vraiment écouter beaucoup les besoins. Alors les besoins à la fois du dirigeant ou de la dirigeante, et de l'équipe de la leadership team, quel que soit le terme qu'on utilise, mais aussi des personnes qui vont être concernées, pour écouter en fait leurs inquiétudes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles pensent gagner, mais qu'est-ce qu'elles pensent aussi qui va être compliqué, pour pouvoir finalement créer cette machine que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire s'assurer qu'on se dit ah bah oui, ça va nous manquer, et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir imaginer pour le recréer, ou pour le compenser, ou pour le pallier. Et voilà, et vraiment se dire ça va être aussi quelque chose qui va évoluer dans le temps. Je pense que notre fonctionnement télétravail à 3 n'est pas le même que notre fonctionnement télétravail à 12, et ne sera pas le même quand on sera à 50. Et donc l'idée, c'est aussi de se dire ça va être du test and learn. Et donc on va créer quelque chose, on va se prendre il va y avoir des murs où on va se prendre les pieds dans le tapis, et en fait on en tirera des leçons, et puis on améliorera notre façon de fonctionner. D'accord. Il y a juste question bête, hein, mais il y a un cadre légal particulier auquel faire attention, ou les contrats sont les mêmes? Alors, je ne suis pas spécialiste du droit du travail, donc mais nous, les contrats qu'on a spécifient ce fonctionnement en télétravail, spécifient quel est le lieu dans lequel la personne pratique le télétravail, et il y a la possibilité de verser une indemnité de télétravail qui permet de prendre en charge la connexion Internet, le petit matériel d'installation d'un poste de travail. Donc il y a pas, ça ne présente pas de challenge particulier. En revanche, je pense que si on est une entreprise avec un contrat qui est sur la base d'un lieu de travail fixe, et qu'on veut faire passer les gens en télétravail, vaut mieux prendre conseil auprès d'un cabinet spécialisé en droit du travail, pour s'assurer qu'il y a un l'avenant qui correspond. Oui, c'est important d'y penser. Parce que je suis pas spécialiste non plus, mais à mesure que je parlais, je me disais: «Ah, il y a quand même peut-être des des choses à prendre en compte, au niveau juridique, tout ça». Mais super, super. Bah, j'y connais rien non plus, hein. Super, je pense que c'est le moment du petit récap. Merci beaucoup pour tout le partage, jusque-là. Clotilde, tu nous as parlé de votre fonctionnement à travers des rituels d'équipe, des rituels d'encadrement et des rituels trimestriels. C'est super intéressant parce que vous en tirez des bénéfices qui sont, qui sont importants par rapport à une entreprise qui serait en full présentiel. Vous vous posez tout de suite la question des fondamentaux de confiance, de communication, de vulnérabilité. Donc, vous créez cet espace de manière intentionnelle. Ça, c'est vraiment le premier bénéfice. Du coup, c'est naturel. C'est presque dans votre ADN chez Change Ma Vie d'avoir de prendre soin de ça. Vous avez ce que vous gagnez, ça paraît, j'enfonce peut-être des portes, mais énormément de concentration et de focus. En tout cas, moi, ça me parle à moi parce que j'en ai vraiment besoin dans mon travail. Et vous avez bien sûr un gain de temps et d'énergie personnel significatif. Tout ça, ça marche que si à la base, il y a vraiment une relation de confiance. Tu as quand même noté quelques effets de bord, et c'est normal, et il y en aura d'autres à mesure que l'équipe grossit. C'est que vous vous privez quelque part d'une certaine sérendipité des échanges, c'est-à-dire les échanges informels qui peuvent parfois être riches en connexion entre les gens. Donc, vous vous privez aussi d'un certain lien, puisque vous croisez que par votre image professionnelle. Si on limite que les échanges
à une interface en ligne, c'est important de prendre conscience que ce lien va être forcément limité, et donc il va falloir essayer de créer un lien autre, notamment par vos rituels. Donc c'est comme ça que vous faites pour enrichir ce lien et lui donner du volume, et pas créer un lien de personne à personne que professionnel, mais avec le reste aussi, de la richesse de toutes les personnalités qu'il y a dans l'équipe. Et aussi, c'est plus dur de détecter quelque chose qui va pas quand ça va pas. Et donc, c'est vraiment important de rappeler tout ça. Merci beaucoup pour cet état des lieux de là où vous en êtes chez Change ma vie. En tout cas, la machine paraît bien huilée. Et moi, je voulais savoir, c'est les 3 dernières petites questions, s'il y avait un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit, ce serait quoi? S'il y avait une chose à retenir, je pense que c'est de s'assurer, si on est en construction d'équipe et qu'on veut construire une équipe en télétravail, de s'assurer autant que possible que les personnes ont un tempérament où ça va leur convenir. Et en ça, j'entends, il y a des personnes où on voit sur tout leur parcours professionnel que elles sont toujours allées vers des contextes ou des environnements de travail dans lesquels elles croisaient beaucoup de gens au quotidien, elles échangeaient beaucoup avec les gens au quotidien. Donc ça peut être des gens qui ont travaillé, j'en sais rien, dans l'hôtellerie, avec des métiers commerciaux, dans des boutiques, etc. Et où là, en fait, l'idée c'est de faire attention, parce que au moment où la personne postule, il peut y avoir une grande motivation pour le poste, pour l'entreprise, pour les valeurs, pour la mission. Mais si on sent que en réalité c'est quelqu'un à qui ça ne va probablement pas convenir, parce que c'est quelqu'un qui a besoin au quotidien de parler beaucoup à des gens et d'être beaucoup au contact d'autres personnes, malgré sa motivation et malgré peut-être un très bon fit par rapport au poste et aux compétences, ça va lui manquer, et au bout d'un moment ça va créer des difficultés. Et donc en fait l'idée c'est vraiment de pouvoir s'assurer, quand on fait passer les entretiens, que c'est quelqu'un qui a conscience de ce mode de fonctionnement particulier, et qui a suffisamment de connaissance d'elle-même pour se dire oui ça va me correspondre. Après, on n'est pas à l'abri d'une personne qui pense sincèrement que ça va lui correspondre et finalement pas, et vice versa. Mais voilà, à mon sens, c'est vraiment important d'être très ouvert sur ce sujet au moment du recrutement, pour pas avoir de déception des deux côtés par la suite. Le temps file. Du coup, je suis quand même obligé de te poser rapidement la dernière question. Pour ceux qui veulent te suivre, Clotilde, ou en savoir plus, quelle est la meilleure manière de le faire ou de te joindre? Eh bien, je suis sur LinkedIn, donc Clotilde Dussoulier. Il n'y a pas de H à Clotilde et il y a un seul S à Dussoulier, donc vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Et puis, bien sûr, il y a le podcast Change ma vie, qui est disponible partout où vous écoutez le podcast de Mathieu. Merci beaucoup, Clotilde, pour ce partage. Merci infiniment. Merci beaucoup, Mathieu. Merci de m'avoir reçu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Je réponds à 100% des messages. Je les transmets même à l'invité du jour quand le feedback peut lui être utile, et ça fait aussi toujours plaisir. Donc vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Mathieu Bernard avec un seul T à Mathieu, ou par mail à mathieu@inprogress.pro. Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez faire 3 choses. Première chose, abonnez-vous pour recevoir les épisodes suivants. Deuxième chose, partagez cet épisode à une personne autour de vous à qui ça pourrait être utile. Et troisième chose, mettez une note de 5 étoiles sur le podcast pour faire plaisir aux algorithmes, le faire ressortir dans les classements et surtout le faire découvrir à plus de monde. Merci beaucoup, je vous laisse passer à l'action et à très vite sur Work in Progress.